Bonsoir chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue chez cette édition d'Horizon Sport avec nos invités d'édition au cours de laquelle nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations et les poules de l'édition 2019 qui sont connues. On note par exemple que le Cameroun se retrouve dans le groupe F aux côtés du Ghana, du Bénin et bien entendu de la Guinée-Bissau. Le Cameroun qui va retrouver la Guinée-Bissau et le Ghana qu'il avait éliminé à l'étape de la demi-finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et la Guinée-Bissau qu'il avait affronté lors de la phase de poule, battu 2-1 avec un certain Piketty dans cette formation Bissau-guinéenne. Et bien sûr le tout nouveau, en tout cas que le Cameroun retrouvera, c'est le Bénin dans ce groupe F. Dans cette édition donc nous démarrons avec une analyse des différentes poules de cette Coupe d'Afrique des Nations, ceci avec nos invités. À côté nous aborderons d'autres questions qui font l'actualité du moment, notamment donc la Ligue 1, la Ligue 2 et bien entendu cette menace qui plane sur les championnats Ligue 1 et Ligue 2 relativement donc à la demande du CISEC, le syndicat des clubs d'élite du Cameroun, qui menace de ne pas poursuivre le championnat si la subvention du ministère des Sports et de l'Éducation physique n'était pas versée. À côté de cela, nous évoquerons bien d'autres choses. Bienvenue à tous, madame, monsieur. Bienvenue aussi à nos chers invités. Je commence par un ancien lion indomptable qui est présent sur ce plateau. Philippe, c'est son prénom. Diro, c'est son nom, qui a évolué avec les Lions, qui a évolué aussi du côté de la France, notamment avec les formations de Nice et de Lyon. Aujourd'hui, recruteur pour le compte de Auxerre dans le cadre de la Easter Club. Il a accepté de se retrouver sur ce plateau avec nous. Philippe, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir invité sur ce plateau ce soir. Voilà, ça fait plaisir. Retrouver Douala quasiment 20 ans après. 20 ans après, toujours la même chaleur. Et j'adorais Douala quand j'étais jeune et j'aime de nouveau Douala. Je suis bien à Douala. En tout cas, on est content de savoir que vous êtes bien à Douala, mon cher Philippe. J'accueille Herman Fomek qui est président de la CAF dans le Vouri. La CAF, c'est l'association camerounaise des arbitres de football. Herman, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Eric Martial, bonsoir au panel, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je voudrais, si vous le permettez, dédier cette émission à deux arbitres qui sont mal en point. Je pense à un, Gérard Fotso. Bien sûr, d'abord Gérard Fotso qui, depuis bientôt 2 ans, se déplace à l'aide d'une chaise roulante. Après avoir livré son match, il a subi un accident. Il allait du côté de Bouddha. Bien sûr, il est toujours dans une chaise roulante. Et le second... On fait savoir d'ailleurs que malheureusement, ceux-là qui l'employaient, notamment la Ligue de football professionnel et la Fédération camerounaise de football, rien n'est fait pour l'accompagner. Bon, c'est vrai qu'au début, il y a des choses qui ont été faites, là il faut l'avouer, mais ça pose le problème de l'assurance de nos sportifs. Et le second cas, c'est le jeune collègue arbitre Poigny, parfait, qui a été également victime d'un accident lundi après les séances d'autocritique. La moto l'a percuté, il a eu une triple fracture au niveau de la tempe. Et il est toujours interné, donc tous les arbitres sont mobilisés pour ces deux cas. À eux, je leur dis beaucoup de courage et que la miséricorde de Dieu les accompagne. Allez, merci. On le souhaite et que nos vénérés aïeux aussi soient à leur chevet. On va dire bonsoir tout aussi à Vassilios Sémémé, consultant. Bienvenue. Monsieur le coach. Bonsoir Eric Martial. C'est avec plaisir que je partage ce plateau avec Philippe. Et je voulais également dire bonsoir aux deux autres co-panélistes et à tous nos téléspectateurs. Voilà, une question que certains de nos téléspectateurs m'ont suggérée, c'est de savoir quelle est aujourd'hui la relation entre notre cher Vassilios et l'équipe d'avion d'UNCAM. Ben non, il faut dire que je suis dans l'avion. J'ai été appelé pour venir aider ce club de la région à pouvoir se maintenir en élite. Et ça fait 2 victoires. C'est ça notre challenge. Donc, on y est et on espère y parvenir. Dans la mesure où les dés ne sont pas pipés, les 4 sont encore ouvertes, nous allons jouer ce challenge jusqu'au bout.
Voilà, jusqu'au bout. On verra tout à l'heure le classement d'avion du CAM pour voir et pour évaluer justement les chances de jouer les playoffs pour cette formation dont vous avez désormais la charge du banc de touche. On vous dit félicitations. On peut le féliciter, Clément Zeko. Bonsoir. Oui, on peut le féliciter, c'est un entraîneur. Et puis si on sollicite son expertise, c'est parce qu'on pense qu'en se reposant sur cette expertise-là, on peut atteindre les objectifs pour lesquels on le sollicite. Et en toutes ces circonstances, nous ne pouvons que lui dire bon vent. Et comme j'ai la parole... On évoquera certainement les clauses du contrat tout à l'heure. Bien entendu, si nous en donnons l'occasion. Voilà. Mais bien entendu, je dis bonsoir aux téléspectateurs, à l'ensemble du panel, et je fais un coucou particulier à un couple photo à Yaoundé autour du stade Famina. Ils sont en lune de miel? Oui, si vous voulez. Ah d'accord. C'est un digne monsieur qui a l'honneur d'avoir entre les mains une 4e M7. D'accord. Vous avez l'habitude de nous parler de cette fameuse 4e M7. J'espère que nous aurons l'occasion d'en savoir un peu plus, forcément. Pourquoi pas à l'occasion de matchs de foot. Chers téléspectateurs, il y a eu ce soir du côté du Caire en Égypte le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et tout de suite, je vous propose de regarder la composition des 6 poules qui vont constituer cette Coupe d'Afrique des Nations en images et sur ce tableau qui va apparaître sur le petit écran. Je vous ai donné tout à l'heure quelques éléments, notamment pour ce qui est de la poule du Cameroun, avec des retrouvailles par rapport à 2 équipes ou 2 nations que le Cameroun a affrontées lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qu'il a remportée du côté donc du Gabon. Le Cameroun qui va jouer notamment le Ghana, le Bénin et la Guinée-Bissau. Et on note que dans le groupe A, et ça signifie que voilà, le Cameroun jouera la dernière journée de chaque journée. C'est aussi cela que ça signifie. Mais allons découvrir donc dans le groupe A. Je vais commencer avec vous, messieurs les consultants. Dans le groupe A, alors Vassilios, on retrouve l'Égypte, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Zimbabwe, groupe du pays organisateur, mais aussi d'une formation recueillant des constantes dans cette compétition, à savoir la République démocratique du Congo et 2 outsiders, à savoir l'Ouganda et le Zimbabwe. Vous l'avez dit, donc vous avez déjà planté le décor. Si on peut avoir l'Ouganda et le Zimbabwe comme outsiders, c'est simplement dire que l'Égypte et la RDC joueront dur pour, n'est-ce pas, s'octroyer les 2 places qui seront qualificatives. On peut s'attendre à des surprises dans ce groupe? Oui, bien évidemment, lorsqu'on sait que chacune des nations en phase de poule qualificative a travaillé très dur pour être, n'est-ce pas, qualifié pour cette CAN. Des matchs, véritablement, il va falloir aller chercher les résultats sur le terrain. Cela peut également amener des oppositions de style. Lorsqu'on regarde des équipes qui composent le groupe A, on se rend bien compte que dans l'approche, sur le sens de l'organisation et sur le plan technico-tactique, on est là exposé à des styles différents, ce qui laisse avoir une poule qui est assez ouverte. Mais l'Égypte et la RD Congo peuvent être auréolés, n'est-ce pas, de leur expérience à ce niveau de la compétition. Alors, avec vous, Clément Zeko, on jette un œil au groupe B, le groupe du Nigeria, avec notamment une équipe, une nation qui va pour la première fois participer à cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, à savoir le Burundi. Le Burundi qui, voilà, selon certaines informations, connaît l'accompagnement, voilà, a une relation avec le Cameroun à travers l'entraîneur Anissé Bagafoué. Oui, on va regarder la composition de ce groupe B, donc avec le Nigeria, la Guinée, Madagascar, le Burundi. Voilà donc la constitution de ce groupe avec forcément peut-être un favori, un outsider et des clubs ou des nations qui pourraient jouer les troubles fêtes. Oui, globalement, quand on regarde globalement tout le tirage de ces poules, on se rend compte que les 2 premières nations sont en pole position. Si on considère que l'avantage sur le papier. Et maintenant, c'est pendant la compétition qu'on va voir la différence. Donc, que vous prenez la poule A
avec l'Égypte et la RDC. Vous prenez le poule B avec le Nigeria et la Guinée. Vous prenez la poule C avec le Sénégal et l'Algérie. Vous prenez la poule D. Peut-être que dans la poule D, où il y aura le Maroc, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Le groupe de la mort, pratiquement. Peut-être un peu, c'est là où c'est un peu... sinon, le groupe D avec Tunisie, Mali, Cameroun, Ghana, apparemment, les deux premières nations citées sont en pole position. Et maintenant, il faudra qu'on démonte cette pole position pendant la compétition. Et pour vraiment parler du groupe Nigeria, Guinée, Madagascar, Burundi, on se rend compte que Burundi, Blanc-Bec, leur souci, c'est de participer honorablement, mais marquer les premiers points. De l'histoire, marquer les premiers points. Et peut-être, si d'aventure, la mayonnaise peut prendre, avoir de l'appétit en avançant et aller le plus loin possible contre ronflance qu'on utilise chaque fois. Donc, on se rend compte qu'effectivement, ici, le Nigeria qui revient, parce que n'oublions pas que le Nigeria n'a pas été là la dernière fois. Le Nigeria qui revient doit bomber le torse pour marquer son retour. Et cette belle Guinée qui chaque fois nous a montré un football de très bonne facture. Le Sili national. Nous pensons à Fendouno, par exemple, qui est de l'époque de Philippe. Merci de me rajeunir. Oui, était suffisamment reluisant. Donc, c'est une nation qui, cette fois-ci, doit avoir à cœur non seulement de participer honorablement, mais de me faire tâche d'huile. Donc, dans ce groupe-là, c'est relevé. Nous allons attendre de voir quelles seront les différentes préparations, parce que maintenant, on a traversé un stade, celui de se qualifier pour la compétition. Maintenant, il faut se préparer pour aller à la compétition et aller à la compétition avec les meilleurs éléments qu'on puisse avoir dans son dispositif, avec le rendement optimal qu'il puisse avoir pendant la compétition. Il faudra donc préparer le joueur à être en forme pendant la compétition. Et je pense que c'est tout ça qui est difficile. C'est tout ça qui est difficile. Allons à la découverte du prochain groupe, c'est le groupe C, le groupe du Sénégal. Le Sénégal qui est tête, qui est, comment ça se dit, tête de poule ou tête dans ce groupe C, avec l'Algérie. Philippe, ce sont deux nations qui se dégagent, comme disait tout à l'heure Clément, mais derrière, il y a le Kenya qui connaît une sorte d'évolution d'endécis dans cette compétition, coup présent, coup absent, et la Tanzanie qui pourrait être la surprise de ce groupe C. Personnellement, je ne pense pas qu'il y aura des surprises dans ce groupe. Je pense que le Sénégal et l'Algérie, comme a dit Clément, ils vont passer ce tour. La Tanzanie, c'est une équipe, comme Clément a dit, ils vont participer, ils vont prendre de l'expérience pour les futures compétitions, mais je ne pense pas que le Sénégal et l'Algérie soient inclétés au premier tour. Pas véritablement. Que dire du Kenya? Le Kenya, je ne connais pas bien cette équipe, mais il n'y a pas beaucoup, on ne connaît pas beaucoup de joueurs kenyans qui jouent en Europe, tanzaniens non plus. Ça n'empêche pas qu'il y ait des bons joueurs, mais je ne pense pas que le Sénégal et l'Algérie vont être... Mais c'est aussi des groupes qui sont supposés être faciles, mais il faut faire attention. Parce que, voilà, le football reste le football. Mais moi, je mets le Sénégal et l'Algérie sans problème. Voilà, sans problème. Il faut dire qu'on a souvent fait ce type d'exercice et parmi les deux favoris, il y a souvent eu des déceptions. Le cas, par exemple, avec la dernière Coupe d'Afrique des Nations et le Maroc. Le Maroc, justement, Herman Fomek, le Maroc qui revient, le Maroc qui va tenter de se racheter, ceci relativement à son fiasco lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations du côté du Gabon. Le Maroc qui, malheureusement, dans cette opération rachat, a le malheur de se retrouver dans ce qui peut être appelé le groupe de la mort. Le groupe de la mort, on découvre ce groupe aux côtés quand même de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud et voilà du petit pousset qui sera la Namibie. Alors, ça pourrait basculer forcément entre ces trois nations, Côte d'Ivoire, donc Maroc et bien entendu donc Afrique du Sud. C'est très indécis. On pourrait dire bien malin qui pourrait, à l'heure qu'il est, dire quelles seront les deux nations qui vont sortir de ce groupe C. Oui, c'est vraiment un exercice fastidieux parce que là, cette poule c'est une poule très relevée à mon sens.
Et j'ai l'impression que la Namibie pourrait ici jouer les troubles fêtes. La Namibie pourrait jouer les troubles fêtes. Peut-être d'emblée, on voit le Maroc, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud comme ces nations qui vont émerger. Parce qu'habitué. Oui, parce qu'habitué. Mais la Namibie qui va participer à ce tournoi à 24, je crois que voudra également faire une bonne prestation. Donc je crois quand même que la Namibie viendra ici faire des troubles fêtes. Et je vois un peu un scénario tel que les 2 derniers matchs où on va falloir trouver un point ou un nul, tout ça. On a jamais eu des scénarios comme ça. On va trouver qui va prendre le petit point pour être en tête de liste ou alors deuxième pour éviter celui d'une nation, un groupe C, et ainsi de suite. Je vois un challenge dans cette poule-là. Donc, mais parmi les 3 grands, Maroc, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud. Bon, pour moi, dans Maroc, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, moi je vois le Maroc et je vois la Côte d'Ivoire. Pas l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est bon, sauf que surprise, soit agréable, ça dépend du côté où on est ou désagréable. Mais je vois le Maroc et la Côte d'Ivoire. Philippe? Le Maroc, j'étais en Russie pour la Coupe du Monde, j'ai vu cette équipe du Maroc que j'ai trouvée très très forte, qui a eu un peu de malchance, un peu l'arbitrage n'a pas été en sa faveur. Je pense que c'est une équipe... Le Maroc était quand même dans la poule du Portugal et de l'Espagne. J'ai vu les matchs, le Maroc a fait j'ai vu une très belle équipe avec un très bon entraîneur. Je pense que le Maroc va venir en Égypte pour gagner cette Coupe d'Afrique. Donc le Maroc et la Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, là, ça va se discuter. Mais je ne vois pas le Maroc être inquiété au premier tour. Mais entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud qui a une nouvelle génération de joueurs, qui est une très bonne équipe. Donc la Côte d'Ivoire, qui est la Côte d'Ivoire, donc là je suis indécis. Puisque c'est le groupe de la mort, Clément. Ici, d'emblée, l'équipe qui est bien placée dès l'entame, pour moi, c'est l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud va rencontrer la Namibie. Et en solutionnant le problème de la Namibie, il sera dans un état d'esprit pour challenger les 2 autres. Peut-être que l'Afrique du Sud s'impose devant la Namibie. Peut-être qu'il se serait à neutraliser au premier match. Et là, ça va donc nous donner la possibilité d'avoir 4 points et pourra passer avec 5. Exact. Donc il faut faire attention. Au vu du calendrier, je crois que l'Afrique du Sud est très bien placée. Mais seulement les 3 que nous avons cités, la Côte d'Ivoire, le Maroc et l'Afrique du Sud sont, à notre sens, vraiment, sauf accident de parcours. Vassilios, c'est quand même le groupe de la mort. Chacun peut dire un mot là, sur ce groupe D. Oui, ben, généralement, on s'est rendu compte que l'entame de la compétition est très importante, donc tout dépendra du résultat d'entame. Et les faveurs du calendrier ici peuvent plébisciter l'Afrique du Sud. Maintenant, on sait derrière que le Maroc revient avec un goût de revanche, une équipe qui, n'est-ce pas, n'a pas donné tout le potentiel qu'elle avait à la récente CAN. Et on a vu ses frustrations au niveau de la Coupe du Monde. Donc, c'est un groupe qui est déjà presque bâti, parce qu'il faut le reconnaître, Hervé Renard le disait, qu'il serait très difficile de voir encore de nouveaux joueurs entrer dans son groupe. Peut-être il s'est prononcé sur la possibilité de recruter un joueur local qui en ce moment est véritablement en verve. Donc, mais c'est une équipe où tout est déjà presque arrêté. Ce n'est pas une équipe qui serait en roudage. C'est une équipe qui est prête pour aller à l'abordage avec l'objectif véritablement, comme le disait Philippe, de venir marquer un coup au niveau, n'est-ce pas, de la CAN. Maintenant, la Côte d'Ivoire, vous savez, à un moment donné, elle a pêché dans les résultats à demi-teinte. Et à ce niveau, on peut craindre que lui arrive le sort qu'a eu le Maroc à la récente CAN, véritablement d'entrée, et ne réussit pas à imprimer ses marques. Donc c'est 3 places qui vont se jouer pour 2. Ça reste véritablement ouvert. Maintenant, n'oublions pas aussi que l'état d'esprit détermine aussi la performance. Lorsqu'on sait que l'attitude est véritablement très importante pour pouvoir aller le plus loin possible.
Donc, pourquoi pas la Namibie, qui ne s'est pas qualifiée au hasard, Non, pas du tout. voilà, peut aussi avoir son mot à dire. Allez, la Namibie qui peut avoir son mot à dire. On découvre le prochain groupe qui est le groupe E avec donc la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et l'Angola. Ce groupe aussi peut paraître aussi difficile que le groupe D, Vassili Seseme, groupe E, Tunisie, Mali, Mauritanie, Angola. Là aussi, on pourrait clairement voir 3 équipes qui se dégagent, qui se valent pratiquement, et une équipe qui pourra jouer les outsiders ou les troubles faites. Oui, c'est pour ma part le groupe le plus ouvert. On sait souvent que la Tunisie fait des contre-performances. On ne lui souhaite pas cette fois-ci. Le Mali en veut davantage parce que chaque fois ils arrivent et difficilement ils atteignent une place sur le podium. Donc en ce moment on peut également compter parce que dans les phases qualificatives c'est une équipe qui a véritablement tout donné. Maintenant on a à côté l'Angola et la Mauritanie. Ben, pour moi c'est le groupe le plus ouvert parce que seul le Mali en ce moment avec l'envie, peut être publicité devant la Tunisie, mais les places vont se jouer, même si la Mauritanie ici se présente comme le petit pousset, mais lorsqu'on sait que c'est une équipe qui a survolé son groupe et a éliminé les grands, a éliminé des grandes pointures, on peut compter sur le collectif. Et à un moment donné, lorsqu'on a un collectif assis, sans même avoir des joueurs de grand renom, on peut faire la différence. Parce que l'équipe est homogène, elle est complémentaire. Forza Angola, c'est ce qu'on disait en 2010 du côté de l'Angola concernant cette formation angolaise qui n'est pas à négliger dans ce groupe E. Oui, mais qui est descendu d'un cran ou de 2 par rapport à ce qu'elle a valu à un moment donné. L'Angola avait laissé, au moment où elle s'est qualifiée pour la Coupe du Monde pour la première fois, avait laissé voir que c'était un groupe dont les éléments individuellement étaient bien et que collectivement ça donnait du bon résultat. Seulement, ça n'a pas perduré. Ils ont eu de la difficulté à renouveler les effectifs et à faire durer ce bonheur-là. On est en train d'avancer là-bas, on pourrait dire une petite renaissance, parce que cette équipe qui n'était pas non plus la dernière fois est revenue. Donc ça fait donc qu'au comptant de la Coupe d'Afrique, il y a 2 nouveaux, Mauritanie, Angola, plus les 2 anciens. Tunisie, Mali. Mali, Tunisie. Et puis, vraiment, si le Mali fait le pas qualitatif qu'il lui faut dans le rendement, parce que sur la prestation, le Mali est très plaisant chaque fois qu'il vient. Mais il y a toujours un goût d'inachevé parce que malgré le collectif, malgré les individualités, il y a ce petit cran-là qui ne traverse pas. Donc, il faut faire attention. Et ici, véritablement, je pense, comme l'ont dit les autres, c'est très ouvert. Il faut faire très attention. Parce que la manière avec laquelle la Mauritanie vient à la Coupe d'Afrique ne lui donne pas l'occasion de venir comme pour dire c'était un feu de paille. Non. Ils sont dans une dynamique et je crois qu'ils vont pouvoir entretenir cette dynamique-là pour se donner une existence favorable. Pour aller le plus long possible, c'est l'expression consacrée pour cela. Alors messieurs, on termine avec le groupe F, le groupe du Cameroun. Le Cameroun qui jouera donc la dernière journée, le dernier match de la première journée, dernier match de la deuxième journée, en attendant de jouer en simultané lors de la 3e journée. Le groupe du Cameroun. Allez, chacun dira aussi un mot sur ce groupe. Je commence par vous, Philippe. Cameroun, Ghana, Bénin, Guinée-Bissau. Bon tirage pour le Cameroun? Moi, je trouve que c'est un très bon tirage. Nous sommes les champions d'Afrique en titre. On va jouer le Bénin, la Guinée. Je pense que c'est un bon tirage. Il va falloir jouer sérieusement, assurer le statut de champion en titre. Et voilà. Un lion est plus fort qu'un écureuil, non? Quand même. Là, vous vous adressiez à... Pour Laurent Diafé, mon ami du Bénin. Alors, mais quand même, il y a dans ce groupe, Philippe, le Ghana, que le Cameroun, c'est vrai, a éliminé en demi-finale lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée-Bissau, que le Cameroun a battu en match de poule lors de la dernière CAN du côté du Gabon, 2-1. Mais une équipe de Guinée-Bissau qui avait quand même inquiété les Lions indomptables avec un joueur du nom de Piketty qui avait chevauché sur près de 60 mètres pour aller marquer un but d'anthologie à notre cher Ondoa, Fabrice.
il y a quand même que il serait quand même facile ou trop facile de dire voilà, le Cameroun chapeaute. Non, ce que je veux dire, c'est un bon tirage. Ce n'est pas, il y a plus de groupes faciles dans le football. Il y a plus de petites équipes. J'aime cette équipe du Ghana qui est une très bonne équipe avec des très bons joueurs. Le Ghana a une culture footballistique extraordinaire. Il y a toujours eu des bonnes équipes au Ghana. Après, vous savez, même en Europe, vous regardez les championnats d'Europe. Avant, le Luxembourg, ils prenaient des 6-0, 7-0. C'est fini, ça. C'est fini. Tout s'est resserré. Il y a un nivellement. Et en Afrique, c'est pareil. La Mauritanie, arrivée en Coupe d'Afrique, bon, les gens peuvent se dire, ouais, ça va être facile. Mais les gars, ils vont arriver, ils vont jouer la mort, ils vont jouer la vie. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? N'est-ce pas? C'est une Coupe d'Afrique de 24. Bon, c'est un groupe. Ça ne va pas être un groupe facile parce que l'équipe qui pense que ça va être facile, elle va passer à la casserole. Mais moi, je trouve que c'est un bon tirage. Pour le Cameroun. Alors, comme pour oui. Les 4 équipes de la poule. On a la même couleur de drapeau. On a la même couleur de drapeau dans un sens différent. Regarde, d'accord. Parce que justement, ah oui, c'est vrai. Bien fait oui, exactement. Vert ou jaune, rouge, jaune, vert, vert, jaune, rouge, jaune. Bon, bah, exactement. Donc, pour dire, Clément... Elles ont les mêmes chances. Tout le monde a les mêmes chances. Elles ont les mêmes chances. Bon, avec des couleurs d'étoiles quand même. Oui, pour être plus sérieux maintenant, dans ce groupe, le Cameroun a des dettes à payer. Bien, les gens ont des dettes à rembourser. Des revanches. À rembourser. D'abord au Ghana, et ce sera la première rencontre, donc très déterminant. Ce match-là va être très déterminant. Et pour le Ghana, et pour le Cameroun, parce qu'effectivement, il y a une dette à payer. Que ce soit... Pas une seule. Au moins une dette. Et au moins une dette. En fait, dans ce match-là, il faut qu'il y ait une dette. Parce que s'il faut voir tout ce que le Ghana a emmagasiné comme frustration par rapport au Cameroun, voilà, ça fait beaucoup. Au moins là, il faut... Parce que là, je me rappelle des plus récents souvenirs. Il y a cette demi-finale. D'ailleurs, ça fait deux demi-finales. Cette demi-finale en 2008, justement là, en terre ghanéenne, oui. Il y avait un joueur qui s'appelait Junior Agogo. C'était à la belle époque des Michael Essien, des Giant Asamoah, voilà, et de tous ces grands joueurs. Et il y a un Salomon Kong, voilà, du côté du Cameroun, qui, sur une lumineuse passe de Samuel Eto'o-Fils, marque ce but à la 62e minute, je pense bien, qui a permis au Cameroun de s'imposer. J'ai tellement d'anecdotes par rapport à ce match qui s'est joué à Accra. Ce match, j'étais consultant pour Canal+. Ce match, c'était fabuleux. C'était fabuleux. Vous étiez consultant justement, Philippe, pour Canal+. C'était fabuleux ce match. Vous vous rappelez? Et je vais vous faire une petite anecdote. Le premier match, c'était Cameroun-Égypte. Ouais. Dans le groupe C. Et ça se jouait on a du été côté laminé, de Koumassi, 4-2. On a été laminé par l'Égypte. Et j'étais en colère. J'ai dit comme ça sur le plateau, tout le monde me chambrait. Tout le monde se moquait de moi. Ok, je leur ai dit, on va se retrouver en finale. Tout le monde m'a rayonné. J'ai dit, au Cameroun, fermez bien le couvercle pour voir si on est mort. Hein. Parce que Thomas, on est là. Et j'ai dit, on va se retrouver en finale. Tout le monde s'est moqué de moi. Et la finale Cameroun-Égypte, on m'a invité sur le plateau, tout le monde s'est excusé. Ah, monsieur Ndjoro, vous aviez raison, excusez-nous, je vous l'avais dit. Bon, j'ai eu un peu de chance, mais sur le coup, je ne l'aurais pas dit. Hein. Mais voilà. Exactement. On a évoqué cette équipe ghanéenne, Clément, justement, on était avec vous. Oui. On peut aussi évoquer... Il y a une deuxième dette. Ouais. Il y a une deuxième dette. Tout récemment. En tout cas, le Ghana, on a évoqué le Ghana en 2008. Oui. On aurait pu évoquer aussi le Ghana en 2017, du côté du Gabon. Quasiment la même configuration. Une belle formation ghanéenne. Une équipe du Cameroun que beaucoup n'attendent pas à ce niveau, mais 2-0. 2-0, c'était du côté de Franceville. Qui vient de derrière et puis saisir ses opportunités, est efficace et est déterminé. Et le Ghana coule. Donc ça fait 2 dettes à payer. Il y a 2 dettes à payer. Maintenant, nous serons prêts à engager la 3e dette. Je pense que ce sera tout là l'enjeu de cette rencontre-là. Et en matière de dette, il y a une dette que nous devons rapidement récupérer à la Guinée-Bissau pour le toupet du but de Piketty. Parce que match d'ouverture, notre match d'ouverture, après avoir
semé sur son passage. Dans une action où la puissance et la vitesse ont parlé. Non, on a joué l'ouverture contre le Burkina. Oui, non, je dis en tout cas le match qui nous a proposé. Voilà, le deuxième match, Burkina, on fait match nul, je pense. Le deuxième match contre la Guinée-Bissau. Le match qu'on joue contre la Guinée-Bissau, c'est resté entravé la gorge. Absolument. Donc il faut qu'on solde vite cette date. Clément, nous sommes endettés, dis donc. On est suffisamment endettés. On est surendettés. Alors, le Bénin. Oui, oui, bon, le Bénin. Petit poussé, attention. Je pense que mon cher Les ami, écureuils de Philippe. à ma vie, qui nous écoute, qui nous suit, Béninois, un ami cher à moi, qui viendront pour challenger le Lion. Pour une fois, on ne regardait pas les choses de la même manière. Je pense que ce Bénin-là ne vient pas en balade. Absolument. Pas du tout. Ça, vous l'avez tous dit sur ce plateau. Alors, ce groupe F, Vassilios, Cameroun, Ghana, Bénin, Guinée-Bissau. Oui, ben, disons que c'est un groupe qui a des allures de retrouvailles et parfois c'est très difficile lorsque les équipes se sont déjà rencontrées une ou deux fois. Ici, on va certainement exploiter... Surtout dans un passé récent. Voilà, on va exploiter, n'est-ce pas, l'analyse vidéo pour voir, surtout au niveau des styles, au niveau des animations, au niveau des organisations de jeu. On va tout cela véritablement bien scanner et à ce moment, on peut avoir des matchs trop fermés dans ce groupe-là qui vont se jouer beaucoup plus sur le plan tactique et seules les équipes qui vont s'exposer vont perdre. Et là, les résultats vont se jouer au détail. Mais également, il y a cette rencontre Cameroun-Ghana qui sera un peu comme le thermostat des deux équipes pour la suite de la compétition parce que c'est une rencontre qui a des allures de quart de finale, de demi-finale. Donc, tout temps à croire que si jamais le Cameroun ou le Ghana passeraient, ils auront déjà eu l'avantage de jouer un gros match avant d'arriver, n'est-ce pas, sur les phases éliminatoires directes. Voilà. Alors, Herman, 2 ans après, on peut dire les lignes ont bougé, tant du côté du Ghana que du côté du Cameroun que de la Guinée-Bissau. La balle est remise au centre. Forcément, on est loin des logiques, des résultats d'il y a 2 ans. Bien sûr, Marcel, c'est là où moi je voudrais en venir pour dire que malgré les dettes, comme dit le coach, est-ce qu'on a toujours les mêmes potentialités? S'il y a 2 ans, pour moi, ça aurait été encore plus sucré, si on peut dire ça comme ça, si ces équipes avaient encore les mêmes sélectionneurs. Je crois que... Peut-être les mêmes joueurs. Bon, disons d'abord les mêmes sélectionneurs, les mêmes joueurs, pas toujours parce que les générations évoluent. Ceux qui ont joué contre le Ghana, quasiment il y en a qui ont changé du côté Cameroun. Il y en a qui ne seront certainement pas là. Pas Vincent, je me demande s'il sera là. Il a repris. En principe, il devrait être là. Bon, maintenant, espérons que le coach pourra être sélectionné. Parce que là aussi, parce que pour moi, c'est au niveau des individualités, voilà, de tout le potentiel de chaque équipe. Parce que chacun... à la fois potentiel collectif, potentiel aussi individuel. Oui, bien sûr. Chacune des équipes ira avec soit une revanche ou alors une nostalgie de ce qui s'est passé antérieurement pour voir si elle peut relever le défi. Mais pour moi, c'est une poule bien ouverte, mais avec beaucoup de pièges aussi. J'ai brûle l'envie de lui dire que c'est les nations qui créent les enjeux et que les joueurs individuellement veulent relever la qualité. Le Cameroun a joué contre le Nigeria en 1984 pour gagner la Coupe d'Afrique. Mais chaque fois que le Cameroun a rencontré le Nigeria, on a toujours l'impression que c'est la même coupe qui se joue. Pourtant, les Philippe sont passés déjà. Pourtant, aujourd'hui. Donc, c'est d'abord la nation. Quand on dit Cameroun-France, on ne cherche pas à voir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est après, maintenant, qu'on dit qui est-ce qui compose la France. Donc, aujourd'hui, les joueurs, et encore que les systèmes évoluant, les animations changeant, on peut ne pas avoir individuellement des joueurs d'un certain niveau, mais collectivement avoir un groupe, et c'est ça qui est le plus important, avoir un groupe avec un mental qui peut aller le plus loin. Absolument. Alors, messieurs, pour terminer, je vous propose à nouveau de revisiter le tableau des
poules de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Les poules et le tirage au sort qui a été effectué donc du côté du Caire en Égypte ce vendredi. Dans le groupe A, Égypte, RD Congo, Ouganda et Zimbabwe. Dans le groupe B, Nigeria, Guinée, Madagascar et Burundi. Dans le groupe C, Sénégal, Algérie, Kenya, Tanzanie. Dans le groupe D, Maroc, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Namibie. Dans le groupe E, Tunisie, Mali, Mauritanie, Angola. Et puis dans le groupe F, celui du Cameroun, du Ghana, du Bénin et de la Guinée-Bissau. Voilà donc pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ce que nous pouvions dire ce soir, c'est l'actualité dominante donc de ce vendredi. Le tirage au sort, les adversaires du Cameroun qui sont connus et comme beaucoup l'ont tout aussi dit, il y a une telle homogénéité dans le groupe du Cameroun avec les couleurs des drapeaux qui se ressemblent que on verrait mal les Comores par exemple gagner le procès contre la CAF et le Cameroun parce que voilà, les couleurs ne sont pas les mêmes, donc il n'y a pas possibilité, ce sera comme ça. Et puis messieurs, ça c'est la polémique que tu suscites. Messieurs, évoluons sur ce plateau et on évoque la journée internationale du sport qui a été célébrée à travers le monde et au Cameroun. C'était le week-end dernier, c'était samedi dernier. Je vous propose de suivre ce reportage. Allez, on va retrouver cet élément dans quelques instants, la célébration de la journée internationale du sport. On en parlait sur ce plateau, c'est vrai, messieurs les consultants, vous n'étiez pas là. Et on évoquait les valeurs du sport, justement, pour constater que il y a le discours, mais il y a aussi la pratique pour dire que le sport, il a été valorisé lors de cette journée, mais beaucoup s'étaient posé la question, what next? Oui. N'oublions pas, le sport exalte la paix. Le sport exalte la paix et se donne les moyens d'entretenir et cultiver la paix. Nous savons que le bien le plus cher à l'humanité, c'est la paix. Et c'est vrai qu'il est plus facile d'utiliser le sport pour maintenir la paix que d'utiliser autre chose. Donc il faut pour cela toujours mettre en avant les valeurs. C'est pour ça que l'olympisme est quelque chose de valeur. Et d'ailleurs, le thème portait sur ce que vous évoquez, la paix et le développement. Oui, c'est la chose la plus chère à l'humanité. Sans paix, vous ne pouvez rien faire. Et tout ce qu'il faut utiliser tout ce qu'on peut utiliser pour en maintenir et entretenir la paix. Le sport est un facteur qui exalte la paix, qui cultive la paix et qui devrait favoriser le développement. Qui devrait favoriser le développement. Donc à ce niveau-là, véritablement, il faut écouter les vertus de la paix. Vous voyez, jouer contre un adversaire, le saluer avant de commencer à jouer et à la fin, le resaluer, quel que soit le résultat. Ça veut dire que l'adversaire n'est pas un ennemi. L'adversaire est un élément indispensable entre moi et moi-même. Il me permet d'avancer. C'est en me mesurant à lui que je sais qui je suis. Mais si je tue mon adversaire, je deviens néant parce qu'il n'existera pas. Je me mesurerai encore à qui. Donc, il faut comprendre que le sport, pas la notion de fair play seulement, amène tout le monde à comprendre qu'il faut parfois savoir mettre l'eau dans son vin. Exactement. Philippe? Je pense que le sport, c'est la meilleure école de vie. Vous avez des enfants, ils vont jouer au foot, ils vont faire du sport. L'arbitre va se tromper. Ils sont obligés de le respecter, ils sont obligés d'accepter. On apprend à vivre ensemble, on apprend à perdre ensemble, on apprend à gagner ensemble, on apprend à transpirer ensemble. Et c'est ce qu'a dit Clément. Sur le terrain, on se met des coups, on s'insulte, on se crache dessus. Et à la fin du match, on vient, on se prend dans les bras. On s'aime. Voilà, tu m'as donné du fil à retordre, on s'est battu, mais maintenant c'est fini, on va aller boire un verre ensemble. Et je te respecte. Et le sport, c'est magnifique, le sport. Toutes ces vertus, voilà, c'est tout ce qui a été célébré. Je vous propose de suivre cet élément qui nous vient de Yaoundé, signé donc Haïti. Il est autour de la célébration de la journée internationale du sport. Un match de football pour sceller l'amitié entre le Cameroun et les Nations Unies. L'équipe du Cameroun, représentée par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, est en rouge et blanc. L'équipe du système des Nations Unies au Cameroun est tout de blanc vêtue. De beaux gestes sont enregistrés, de beaux buts aussi. Mais au-delà du score, c'est le sport comme vecteur de paix, de développement et d'intégration qui est célébré.
Déjà, c'est l'esprit d'équipe au sein de chaque équipe qui est important, mais après, l'idée de pouvoir se retrouver, s'affronter, mais à la fin, être des amis quand même. Et donc, c'est ça la paix, non? La paix, je pense, c'est avoir des différences. On est tous différents d'ailleurs, avoir des différences, mais trouver des autres façons et pas la violence. Donc, laisser de côté la violence pour trouver des autres façons de gérer nos différences. Le match de football se dispute au stade militaire de Yaoundé, après la marche sportive sur les artères de la cité capitale. J'ai participé volontiers parce que c'était un exercice placé sous le signe de la paix. Or, moi, je suis en train de faire ce qu'on appelle Advocacy of the Peace actuellement. C'est-à-dire que je suis en train de faire la promotion de la paix. Dans un pays, lorsqu'on a la paix, on a le développement, le droit suit. C'est un exercice collectif auquel j'adhère pour transmettre le message de la paix, mais bien entendu pour faire la convivialité avec, comme vous voyez, avec mes amis. Des membres du gouvernement marchent à Yaoundé, aux côtés des responsables du système des Nations Unies au Cameroun. Le Cameroun qui célèbre ainsi la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Donc, avec tous ces membres du gouvernement, c'est bien aussi de les voir faire du sport sans plus de commentaires, messieurs. Alors, on va parler de Easter Cup. Easter Cup est ce tournoi organisé par les Brasseries du Cameroun qui va se rendre, ou qui sera rendu à sa finale. Ce sera ce samedi. Et on note, par exemple, que l'équipe de l'Union Junior se porte mal dans ce tournoi. Bestar de Limbe qui a écrasé Union de Douala ce jour. Encore Booms FC et Ndiala Kwan Sport Academy Junior qui ont fait jouer également un but partout. En tout cas, l'affiche de la finale est connue. Elle va opposer l'école de foot des Brasseries à Coton Sport de Garoua. Suivons cet élément. Waouh, ils sont tellement concentrés, hein. Bref, avant-dernier jour de cette 5e édition du tournoi Easter Cup ici au complexe de l'école de football Brasserie du Cameroun. Match, climat, supporters, jeunes joueurs, journalistes, recruteurs et tous les ingrédients d'une compétition sont réunis pour que l'adrénaline monte et surtout que l'émotion ne reste pas statique. Quant à moi, je suis toujours présent pour vous donner le compte rendu dans Easter Cup Inside. Bienvenue. Il y a des gens assis là. Hein? Ah d'accord. Mais dis donc, il y a du monde. Hein? C'est juste incroyable. Vendredi 12, jour des demi-finales et match de classement. La tension monte et les supporters ont répondu massivement présents. Oui, c'est tout simplement énorme ici au complexe de l'école de football Brasserie du Cameroun pour vivre cette avant-dernière journée de cette 5e édition. Et pour vous montrer un tout petit peu l'ambiance qui s'y vit, regardez ces quelques images. Voilà, c'est bon. Bon, étant donné qu'on est sur le terrain de l'école de football des Brasseries, moi je pense que l'avantage est de leur côté. Dans le point de vue, dans l'optique qu'eux, ils ont les visions, ils ont les repères sur le stade et puis Cameroun Football Dreams, ils vont arriver, ils vont faire le jeu aussi. Bon, ça sera un match un peu très serré, mais je pense que l'école de football des Brasseries va prendre le dessus. Le FBC part avec l'avantage domicile
étant donné qu'il joue à domicile devant son public, moi je vois le FBC remporter ce match de 2 buts à 0. Pour le jeu entre Coton Sport et Yopa de Garoua, à vapeur en faveur de Coton Sport de Garoua. Très grand, joue un bon football et mon pronostic pas en faveur de Léopard bien sûr en raison de 2 buts à 0. Mais quand je veux choper Yamo comme des spaghettis et une tasse de thé. En finale, je vois, vu l'évolution des talents que j'ai vus dans l'école de brasserie, je pronostique que l'école de brasserie et Coton Sport en finale. Voilà, c'est ça l'ambiance à cette 5e édition de la Easter Cup où Union Sportive de Douala, Boum FC, Djalakoun Sport Academy, école de football brasserie du Cameroun qui sortent du stade à l'instant, bien évidemment. Cameroun Football Dreams, Léopard de Berthois, Bestar et bien évidemment Coton Sport de Garoua. Tenant du titre, 8 équipes justement qui nous font vivre du bon et du vrai football. Ils sont tous simplement jeunes et c'est ça l'avenir du football du Cameroun. Et ils le font justement en présence des journalistes et des recruteurs des clubs européens venus déterter la perle rare qui fera briller leur club. Regardons parce que nous avons rencontré quelques-uns. On est en finale. Yo, on est en finale. On va gagner cette finale. Et là, Djalakoun, le ballon est parti. Attention, Carbone, derrière, Pape. La tête, derrière, comme ça. Il va se prendre un but. Depuis 5 ans, Easter Cup, c'est le rendez-vous du football des jeunes du Cameroun. C'est la Champions League des U18 du Cameroun. Ils viennent de tout le Cameroun, bien sûr, des 4 coins du pays et personne, aucun jeune de cet âge ne veut plus rater cette compétition. On voit bien comment les équipes se sont transcendées en l'espace de quelques temps. Léopard sportif de Berthois, Coton Sport de Garoua. On a vu Booms qui est venu le tout nouveau mais qui avait déjà les ambitions de gagner l'Union Sportive de Douala et bien entendu l'école de football brasserie du Cameroun, sans oublier les équipes qui viennent du sud-ouest, Djalakoun Sport Academy et Bestar de Limbé. Ce sont des grandes équipes, ce sont des grands joueurs, des joueurs en devenir, des joueurs qui pensent que ici se joue leur avenir. Easter Cup, c'est une quinzaine de recruteurs qui viennent du vieux continent. Ça donne des ailes à ces jeunes-là et qui donne pendant 5 jours du spectacle ici à l'école de football brasserie du Cameroun. Pour moi, c'est un des meilleurs tournois que je veux en Afrique. Parce que tu as de la qualité, tu as des bons joueurs. Je suis content d'être revenu ici après l'année passée, que c'est une année que je manque d'ici. Et j'ai vu vraiment quelque chose d'intéressant, comme tous les années. C'est un très bon tournoi, c'est une très belle académie. Et ça continue à bosser, ça continue à progresser. Et avec beaucoup de travail et d'abnégation, peut-être que dans les années à venir, il y en aura encore plus qui joueront en Europe. Je suis vraiment surpris, agréablement, par la qualité du tournoi, la qualité de l'organisation. Et je pense que vraiment pour notre pays, là, c'est la voie à suivre. Parce qu'on va changer la vie de beaucoup d'enfants avec des structures, avec une organisation et du professionnalisme. J'ai discuté avec certains de mes collègues, le niveau de la compétition a vraiment progressé. Les équipes jouent, essaient de jouer au ballon et il y a de plus en plus de bons joueurs. Et vous voyez, la compétition elle est équilibrée. Donc ça veut dire que ceux qui ont commencé en retard, aujourd'hui, avec le travail et la volonté de bien faire, aujourd'hui, ils arrivent à bien jouer. Et ça, c'est important. Ça, c'est très, très important. Ça me renvoie au bon football de voir les meilleurs jeunes évoluant sur le territoire national. Et sortis des meilleurs centres et écoles de football retenus par le manager de l'école de football de brasserie du Cameroun. Donc c'est une bonne sélection d'abord au niveau des écoles et centres de formation sur le plan national. Donc il faut d'abord saluer le manager de ce côté. Et maintenant, ce qui ne trompe pas, sur le terrain, ces jeunes nous prouvent de quoi ils sont capables. La révélation de ce tournoi, c'est l'équipe de Cameroun Football Dreams, sa première participation. Elle arrive en demi-finale. Elle perd
face à l'école de football de Brasserie, 0 but contre 1. Donc vous comprenez que là, c'est la révélation. Parce que là, ils n'ont pas pu faire 2 mois de préparation. On a pris les jeunes dans plus de centres de la ville de Douala. Donc on a pris quelques meilleurs. Et au pif, là, l'équipe arrive à l'étape des demi-finales. Donc il faut saluer. Surtout ici, à la brasserie, ils travaillent bien au niveau des jeunes, ça commence quand ils sont petits, à petit, à monter. Et donc ça veut dire qu'ils travaillent, parce qu'après tu vois, moi c'est 3 ans que je viens ici. Et dans les 3 ans, j'ai vu la progression qu'ils ont fait ces petits, à petit. Donc ça veut dire que ça travaille bien. Je vous assure que je suis très satisfait. Je ne voudrais pas individualiser, mais franchement, l'école de football de Portugal est très bien représentée. Et c'est pour ça que vous voyez des clubs comme Porto. Aujourd'hui, Porto joue en quart de finale de la Youth League et il y a l'attaquant titulaire qui a joué, il vient de l'école de football de Brasserie King. Donc ça veut dire qu'il y a de la qualité, ça veut dire qu'on travaille bien l'école de football de Brasserie. Déjà, c'est 30 ans pour une académie, c'est le témoignage du fait que les gars travaillent vraiment bien et que pour durer, il faut être bon, sinon on ne dure pas et on disparaît rapidement. Il y a beaucoup d'académies qui commencent et au bout de quelques années, parce que ça travaille mal, parce qu'ils ne vendent pas assez de joueurs, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, ils sont obligés de mettre la clé sur la porte. Donc 30 ans, c'est l'expérience et ce qui permet aujourd'hui aux brasseries de pouvoir de continuer à exister et continuer à sortir de très bons joueurs. Moi je peux dire bravo, parce que vraiment c'est un exemple à suivre. Je pense que cette école des brasseries du Cameroun, vous voyez, on est là, on est dans le stade et je regarde le mur. Je vois Eto'o, je vois tous des joueurs qui ont été dans les meilleurs joueurs du monde, qui sont passés par ici. Donc après ça, il n'y a rien à rajouter. L'école de football brasserie du Cameroun est tout simplement une école qui peut lever le doigt là où toutes les écoles de formation du monde se placent. L'école de football brasserie du Cameroun, c'est un capitaine emblématique des Lions Indomptables. Vous pensez bien à Rigobert Sombana qui a été le tout premier major de la promotion en 1989. L'école de football brasserie du Cameroun, c'est la légende Samuel Eto'o. L'école de football brasserie du Cameroun, c'est Jérémy Sorel Nditap, capitaine de l'équipe qui est médaillé d'or olympique aux Jeux de Sydney. L'école de football brasserie du Cameroun, c'est le jeune Ganako. On connaît Jake Clayton et Raphaël Anabanou disaient à Lyon, tout le monde connaît ce que c'est que l'école de football brasserie du Cameroun. C'est une école, 30 ans de formation, 30 ans au sommet. Le Cameroun mérite quand même ça. Le Cameroun mérite l'école de football brasserie du Cameroun. Ça faisait juste 1 an que j'avais été nommé directeur général et c'était certainement ma première grande action sociale à l'époque. Tous mes souvenirs sont bons, je peux partir du président jusqu'à la femme même qui nous faisait à manger, le président M. Tchakouna à l'époque. À chaque fois quand je le rencontre, je lui dis toujours merci. Hier j'étais là comme vous. La magie du football, c'est le travail et la persévérance. On est arrivé là-bas en 80 et on devait rester à 20. Et moi je suis parti à Douala avec beaucoup de foi en moi et j'avais envie de réussir. Ils sont entrés à l'école de football seuls et uniquement grâce à leur talent. Et ils en ressortiront seuls. Et donc pendant cette période-là, c'est pouvoir se construire des souvenirs. Et ces souvenirs, ce qu'on retient souvent, c'est ces compétitions, ces tournois. Donc comme je leur dis souvent, essayez de vous construire de beaux souvenirs. Depuis 30 ans, l'école de football brasserie du Cameroun encourage l'excellence, favorise l'émergence des talents et contribue au rayonnement à l'international du football camerounais. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie. Voilà, c'est ça l'ambiance à cette 5e édition de la Easter Cup où Union Sportive de Douala, Boom FC, Djalakwan Sport Academy, école de football brasserie du Cameroun qui sortent du stade à l'instant, bien évidemment. Cameroun Football Dreams, Léopard de Berthois, Bestar et bien évidemment Coton Sport de Garoua.
tenants du titre, hein. 8 équipes justement qui nous font vivre du bon et du vrai football. Ils sont tout simplement jeunes et c'est ça l'avenir du football du Cameroun. Et ils le font justement en présence des journalistes et des recruteurs des clubs européens venus déterter la perle rare qui fera briller leur club. Regardons parce que nous avons rencontré quelques-uns. On est en finale. On va gagner cette finale. Délicieux goût de fruits et de bonne humeur. Avec le c'est parti. Avec le top, la vie est top. Allez, tous ensemble. C'est la bonne humeur et la fraîcheur. C'est pétillant et surprenant. C'est délicieux. À droite d'avant, avec avant. Attention, sur le côté droit là-bas, c'est pas une très vite. Bien fait ça. Voilà, fin de cette journée très importante, hein, de cette 5e édition de la Easter Cup. Et nous sommes au centre de ce magnifique stade de l'EFBC où se déroulent tous les matchs depuis mardi déjà. Et aujourd'hui, grosse journée, avalanche de buts. Monsieur Yvan Ango, commentateur de tous les matchs de cette édition. Commentateur de tous les matchs et surtout on prend beaucoup de plaisir à voir ces formations-là jouer depuis le début du tournoi. Tu l'as dit Laura, il y a des buts, on est satisfait, il y a un grand public. Il y a aussi de l'intensité. Quoi demander de plus? Surtout le public, hein. Ils étaient assis partout. Même par terre. Par terre, oui. C'était incroyable. Alors, nous connaissons déjà les finalistes. Nous connaissons aussi ceux qui vont jouer le match de classement pour la 3e place. Exactement. Voilà. Alors, Coton, EFBC. Aïe. Ouais, Coton EFBC, c'était déjà la finale il y a quelques saisons de ça. La dernière fois que le FBC a remporté le tournoi, c'était en finale face à Coton. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans exactement. Ouais. Donc on attend cette finale avec beaucoup d'impatience. C'est deux oppositions de deux styles différents. Donc une opposition de style qu'on aura demain en finale. Voilà, on ne demande que ça, du spectacle, du beau jeu, voilà, de l'intensité. Je pense qu'on en aura demain. Donc samedi 13 avril, c'est-à-dire demain. Exactement. Voilà, ici au complexe de l'école de football Brasserie du Cameroun pour la grande finale de cette 5e édition. Il faut être là à 12h. À 12h pour avoir la bonne place. Ouais, la bonne place. Parce qu'on sait très bien que généralement à cette date-là pour la finale, c'est plein à craquer. Ouais. Voilà. Déjà donc, il y aura la petite finale. À 14h. À 14h exactement, on aura la petite finale qui ne sera pas des moindres. On aura Cameroun Football Dream qui a produit du très bon jeu. Qui entre pour cette année d'ailleurs. Qui entre cette année, qui a impressionné tout le monde, qui a malheureusement perdu face à l'EFBC. Mais en face, il y aura Léopard Royal de Berthois pour la 3e place. Top niveau. Top niveau. Oui, ah non, à chaque fois qu'il y a tournoi organisé par les brasseries, ils sont toujours au top Léopard. Hein. Donc ça promet un grand match. Et par la suite, on a donc la grande finale EFBC
Coton Sport de Garoua, le tenant du titre. À ne manquer sous aucun prétexte. Voilà, donc c'est demain, ici même, comme je vous le disais, sur ce stade. Nous avons déjà pris nos quartiers, hein, comme vous pouvez d'ailleurs constater. On a des... Voilà, on joue au football en talon. Et en tennis. Allez, on espère que vous avez apprécié cette édition de Easter Cup Inside. Rendez-vous justement pour la grande finale, le compte rendu de la grande finale avec un grand plaisir. Monsieur Yvan Ngo. Mademoiselle ou madame, si vous voulez, Laura Def. Ben, merci pour le respect. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Kizou. On dit merci à l'école de foot de Brasserie du Cameroun pour ce tournoi, la Easter Cup. Voilà, la grande finale, c'est demain, on le sait. Rapidement, on va éplucher le restant de sujets ou alors ce qu'on pourra évoquer. Et on commence avec la Ligue 1. La Ligue 1 et la 14e journée qui s'est jouée avec les résultats. Si après, c'était mercredi dernier, New Star de Douala et APGS qui ont fait 0 but partout. On note aussi ce nul entre Union de Douala, Avion du Camp, Coton Sport de Garoua qui a été sans pitié pour Colombe du Dialobo, 4 buts à 1. Dragon 1, TKC 0, Yon Sport 1, Ice Fortuna 1, Iding 1, UMS 1, Stade Renard 1, Astre de Douala 0. Et puis Feutieux qui a pris le dessus sur Unisport du Honcam sur le score d'1 but à 0. Un œil au classement après donc cette 14e journée ici en Ligue 1 et le classement qui va nous permettre de constater la belle percée de Coton Sport de Garoua qui a repris donc les rênes dans le groupe A et Stade Renard de Mélon qui confirme tout simplement dans le groupe B le classement donc Clément Zeko qui confirme un certain nombre de choses qu'on disait déjà. Coton Sport de Garoua qu'on pressentait, voilà, qui joue mal à l'extérieur mais qui à domicile est intraitable au regard du résultat face à Colombe. Coton en tête dans la poule A, Stade Renard en tête dans la poule B. Oui, ils ont bombé le torse devant Colombe pour gagner 4 buts à 1 et le classement est très resserré. Il y a 3 équipes qui sont en tête, Coton, Dragon, APGS avec 19 points et les 3 suivants ont 18 points. L'Union ont 18 points. L'Union a été cassée. L'Union a été cassée. Vous voyez donc dans le ventre mou, il y a un resserrement. Et puis c'est à la différence d'un match que l'on passe du ventre mou au sommet ou bien que l'on passe de la queue vers le ventre mou. C'est un match. C'est quand même entre le dernier Colombe du Dialobo dans la poule A et le premier Coton, c'est 6 points d'écart. 2 matchs. 2 matchs. Et partir de la queue au sommet. Et si vous faites une transition dans le ventre mou, vous allez vous retrouver avec 16 points. Et 16 points, vous êtes déjà 6e au niveau de New Star et autres. Donc, c'est resserré. Et l'enjeu est très, très élevé parce que c'est du kit ou double. Vous enchaînez, vous êtes en haut, comme on dit. Vous êtes dans une mauvaise série et puis patatras, le doute s'installe et puis le désordre peut aussi s'installer. Donc, les matchs, à notre avis, doivent vraiment continuer. Maintenant que nous entendons qu'il y a menace sur le championnat, ça nous donne un peu... on en parle tout à l'heure. Oui, ça nous hérisse du poil pour dire que non. Si il faut déjà, les équipes qui ont déjà acquis une certaine vitesse doivent pouvoir maintenir. Celles qui ne sont pas dans la vitesse doivent l'imprimer. Absolument. Alors, Herman Fomek, dans le groupe B, on a parlé du Stade Renard de Mélon qui a pris une certaine avance avec ses 23 points. Feutieux FC Didiko Bandjoun qui n'est pas loin, à 2 longueurs, 21 points. UMS de Loum bien loin, voilà, avec ses 17 points. Et en queue du classement, Fovou de Baham, grosse surprise, qui a été supplanté par Unisport du Honcam. Dans ce groupe B, voilà, on va dire aussi tout est loin d'être complètement joué. Oui, tout est loin d'être complètement joué. Je crois que à observer les 2 poules, Stade Renard et Coton Sport, on a l'impression que c'est vraiment déséquilibré. Parce que Stade Renard qui a 23 points et Coton Sport 19 points. Je crois que c'est vraiment aller très vite. Et l'écart est un peu conséquent, contrairement à la poule A, où nous avons un point qui sépare chacune des équipes. Ici, on a 2 points, 2 points, 1 point, et le dernier qui a 10 points, qui est Fovou de Baham, qui, à mon sens, a commencé le championnat avec des belles prestations. Qui a 13 points, voilà.
sur le premier. Et il faut relever que l'Unisport, jusqu'à la fin de la phase aller, n'avait pas réussi à gagner le moindre point. Maintenant, Unisport s'est relevé. Et ils peuvent sortir de là. Unisport s'est relevé. Unisport qui a 13 points. Unisport qui peut se maintenir sans jouer les playoffs. Oui, ils peuvent sortir. Ça veut dire qu'ils sortent de la zone de relation. Ils entrent dans le ventre mou, comme je disais. Allez, on jette un œil aux prochaines rencontres de Ligue 1. Les prochaines rencontres avec donc le tableau qui va s'afficher. Vous constaterez qu'APGS de Fou jouera contre Colombe du Diel au Bois-Avion, contre PWD, Coton Sport de Garoua, New Star de Douala, Dragon, Union, Ice Fortuna Fouvou, UMS Astre de Douala, Futur Sport Academy, Unisport Stade Renard. Pour ces affiches, certains diront que voilà, il y a pour l'équipe de New Star de Douala quelques craintes. L'équipe de New Star de Douala qui depuis est dans une spirale plutôt bien compliquée, même si la saignée a été stoppée lors de la 14e journée avec ce nul face à APGS. Vassilios et Sémé jouer Coton Sport de Garoua qui à domicile semble intraitable. Ça s'annonce quand même pas bien pour APGS, sauf surprise. Oui, vous étiez en train de parler de New Star qui va jouer. Ça, oui, pour New Star face à Coton. New Star face à Coton. Non, il faut dire qu'à 4 journées de la fin, toutes les rencontres se valent. Le challenge, il est là. Soit gagner des points pour être dans les playoffs qui détermineront le champion de la saison, ou avoir un rang pour éviter les playoffs, mais être maintenu. Et au cas où on n'a pas réussi ce challenge, attendre simplement les équipes qui sont au bas du tableau pour jouer le play-off qui déterminera les équipes qui seront reléguées en Ligue 2. Donc voilà un peu le challenge. Maintenant, Clément l'a dit, ça reste très ouvert à partir du moment où les écarts ne sont pas assez conséquents. Et c'est le calendrier maintenant qui déterminera pour les uns et les autres ceux qui pourront avoir l'opportunité de gagner des points. Lorsqu'on sait qu'il y a des rencontres qui vont opposer des équipes mal placées qui sont à la quête du point. Si on prend l'exemple de Avion PWD, voyez-vous, vous avez cité le cas de New Star Coton. Il est possible que l'une des équipes qui gagnera dans l'opposition Avion PWD et que par conséquent, si le résultat de New Star n'est pas bon, comme tout le monde semble dire que Coton est bien à domicile, vous allez vous rendre compte qu'à chacune de chaque journée, il y aura un grand chamboulement au niveau du classement. Donc voilà, moi je dis, c'est une fin de première partie du championnat qui sera véritablement avec un grand enjeu qui va se jouer jusqu'au bout. Chaque équipe continue à garder ses chances intactes, ça il faut le dire ainsi, parce que lorsqu'on n'a pas atteint le cap de 23 points, on n'est pas sûr d'être dans les playoffs pour le titre de champion. Donc, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'à partir de ce moment, que les inspecteurs au niveau des officiels soient véritablement assez regardants, parce qu'il faut le dire clairement, de ce côté, c'est pas très bon. Mais il faut un peu souligner avec Avion. Avion a commencé ce championnat sur les chapeaux de roue et a laissé voir que ça avait beaucoup d'arguments dans son organisation, dans son état d'esprit pour aborder les rencontres. Maintenant, on a comme l'impression qu'il y a un ressort qui est cassé. Il y a un petit ressort qui est cassé et dans l'état d'esprit et dont les résultats ne suivent pas. Et heureusement que c'est resserré, il faudra donc, et c'est là où on invite Vassilios à remuer ses méninges pour pouvoir revisser ce ressort qui est un peu cassé. Il y a un ressort qui est cassé. Voilà, ça devrait y aller. Ben, comme je l'ai dit, ça ne souffre de rien. On peut le faire. On a encore la possibilité d'être dans les playoffs. Il suffit de prendre les 9 points qui nous restent à gagner. Là, on joue PWD qui nous dépasse d'1 point. Donc, c'est un match à double couteau. Après, on va faire le déplacement pour Colombe. Colombe, on jouera certainement à Yaoundé. Et on viendra pour la fin du championnat rencontrer New Star. Voyez-vous, c'est 3 équipes qui sont mal placées, qui sont en quête de points. C'est pourquoi je dis ça reste très ouvert. Lorsqu'on sait également que Colombe, qui est dernier, va rencontrer des équipes qui jouent le haut du tableau. Donc, il peut y avoir de l'avantage comme des avantages d'un pan comme de l'autre. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que ceux qui ne parviendront pas à faire la différence pour cette première phase auront la possibilité de le faire à la deuxième phase du championnat. C'est la deuxième phase qui n'est autre que la phase des playoffs. Alors, Philippe, comment est-ce que
vous appréciez cette formule du championnat et comment est-ce que justement vous appréciez même ce championnat, le football camerounais de façon générale, vous qui avez aujourd'hui un regard extérieur? Mon regard extérieur, c'est que je n'ai plus beaucoup de regard parce que j'ai perdu le fil de la nouvelle formule. C'est vrai que je ne regarde pas beaucoup le championnat parce que quand je suis à Bali en Indonésie, c'est difficile de voir le championnat camerounais. Je peux voir quand je suis en France de temps en temps, mais moi j'aime pas la nouvelle formule. Pourquoi? J'aime pas. Mais il faut dire à Philippe que c'était une mesure d'urgence parce que vu les retards que nous avions accumulés, on ne pouvait pas respecter les délais en jouant en une poule unique. C'est pour cette raison qu'on a découpé. Et parce qu'en découpant, ça a donné ce que ça a donné. C'est vrai qu'on peut déplorer ce championnat qui, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on va atteindre le play-off, les équipes qui se seront maintenues n'auront joué que la phase de championnat. Celles qui se seront maintenues. Or, pour qu'on soit champion, il faut jouer les play-offs. Pour qu'on descende, il faut jouer les play-offs. Or, et vous avez vu que dans la quantification, une équipe qui a joué moins que les autres se maintient. C'est bien compliqué. Une équipe qui a joué plus que les autres descendants. Allez, des matchs, voilà. Évoquons à présent, messieurs, la Ligue 2. La Ligue 2, avec donc les rencontres de la 13e journée qui sont programmées pour ce week-end. On regarde le tableau de cette 13e journée ici avec la rencontre qui va opposer AS Matelo à celle de Bamboulette de Cambé, Dynamo à Canon de Yaoundé, AS Tom équipe Panthère sportive d'Undé. C'est un match à suivre. Rassin, Léopard, Lyon blessé, Bamboutos aussi, Oftar Renaissance ou encore Aigle Yafoot. Il y a des certitudes, il y a des incertitudes en Ligue 2. On jette un œil au classement justement en Ligue 2 pour évaluer ces certitudes et ces différentes incertitudes. Donc en Ligue 2, vous constaterez que certaines équipes ont pris d'une certaine façon le large et ne peuvent plus être rattrapées, sont quasiment sûres de jouer les playoffs. J'évoque le cas de FAP, oui, par exemple. Je crois que c'est le seul cas. C'est le seul cas c'est le seul sûr sur lequel on peut parier. À ce jour. Oui, parce qu'ils ont 24 points. Ils sont talonnés à 17 points par la Panthère. Le Léopard en a 24, mais il a 20 points derrière lui avec Bamboutos. Donc, les seules certitudes possibles, c'est le FAP et le Léopard qui peuvent prétendre sérieusement au play-off pour le champion. Mais maintenant, le ventre mou n'est pas encore dessiné. La deuxième partie des play-offs n'est pas encore déterminée. Donc c'est encore, jusque-là, c'est un peu serré. Mais les équipes qui sont déjà larguées, l'Aigle, Yafoot et même Étoile Mouki, Dynamo, c'est les équipes qui sont déjà larguées maintenant doivent se battre pour trouver la possibilité de maintien. Voilà. Herman, en Ligue 2. Oui, vraiment, je me vois également sur la poule 2 de Léopard et Bamboutos. Et ma surprise, vraiment, je crois, c'est Léopard. Léopard qui a commencé avec beaucoup d'enthousiasme et a maintenu le rythme. Absolument. Vraiment, c'est-à-dire qu'il faut encourager. Nous ne croyons vraiment pas que, du moins à notre niveau, que Léopard pourrait être devant Bamboutos. Mais il a tenu vraiment ça, chapeau à Léopard. En imposant 2 nuls à l'équipe de Bamboutos sans aller-retour. Bien sûr, je crois que c'est la seule remarque que moi je peux faire dans cette poule et vraiment encourager. Alors, messieurs, 2 éléments pour sortir, puisqu'il nous reste très peu de temps. On évoque cette prise de position du syndicat des clubs d'élite du Cameroun qui menace de ne plus jouer tant que la deuxième phase de la subvention n'est pas versée. Clément, vous évoquiez cela tout à l'heure, c'est vrai. À Mondovision, le dire comme ça, c'est pas beau pour l'image du Cameroun, mais c'est un fait dont on ne peut se passer de parler. Comment est-ce que vous appréciez cette autre sortie du CICEC, le syndicat des clubs d'élite? Alors, moi, je ne peux être que très amer vis-à-vis du CICEC, simplement parce que je considère que ce qu'ils font, c'est une entreprise privée. Et lorsque vous engagez dans une entreprise privée, vous vous dotez les moyens nécessaires. On a là, voilà, le communiqué. Oui, pour vous. Non, ça c'est plutôt la chambre de conciliation. Oui. On arrive à cet élément, messieurs, tout à l'heure. Quand vous entreprenez une activité privée, vous vous donnez les moyens de lever vos fonds. Mais maintenant, si d'aventure il y a des subventions qu'on peut vous donner, les subventions ne viendront qu'en renfort. Or, aujourd'hui, de dire que c'est le non-paiement des subventions doit entraîner l'arrêt, je trouve que c'est un peu vite aller en besogne.
Mais maintenant, est-ce que l'État est obligé de donner cette subvention? Non. Si nous pensons à notre foot, il faut plutôt le laisser jouer et le terminer. Poser les problèmes après. Parce que ils évoquent la pression de la FIFA, du SINAFOC, de la CAF pour le paiement des salaires des joueurs. Ils attendent ces 560 millions de subventions qui tardent à arriver pour gérer. Oui, mais le compte qui a été déjà fait ne nous a pas encore été rendu. On ne nous a pas fait le compte. Nous nous souvenons que sous les auspices de SINAFOC, la FIFA s'est vue obligée de faire des injonctions à la fédération pour qu'on demande au club de rendre compte sur le paiement de salaire et autres. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore ce compte rendu-là. Et ne pas avoir ce compte rendu et exiger les autres parties, moi je trouve que ça va un peu dans tous les sens. Voilà. Vassilios? Oui, ben, il faut voir donner la pomme de discorde. Si c'est une subvention qui leur a été promise et qui fait partie, n'est-ce pas, d'une prise en charge au niveau des clubs, notamment le paiement des salaires des joueurs et les salaires des encadreurs, et que c'est ainsi que les conditions ont été définies pour pouvoir participer au championnat, à ce moment, ça pose un problème. Ça pose un problème peut-être de délai, ça pose un problème d'entrée en possession de ces différents moyens. Maintenant, on sait également de l'autre côté, par rapport à ce que évoque Clément, que le championnat professionnel a été imposé au président du club. Cela ne va certainement pas les dédouaner parce qu'un club doit s'autofinancer, même s'il doit pouvoir recevoir de l'aide à gauche ou à droite. Est-ce donc un moyen de pression aujourd'hui de la part des présidents, sentant la première phase du championnat aller à son terme? Donc simplement, il faudra se croiser les mains et attendre ce qui va se passer. Herman? Oui, moi ça me dérange franchement. Ça me dérange parce que, comme disait le coach Clément, est-ce que ces clubs ont fait les comptes de la première partie des subventions qu'on leur a données? Je me pose la question. Et autre chose, nous avons une mesure d'urgence, c'est-à-dire que le championnat qui devrait s'arrêter avant, en mi-mai, ainsi de suite. Est-ce que ces présidents des clubs tiennent compte de ces aléas-là? Et pendant ce temps, admettons que la Ligue ne cède pas, ou alors que l'État ne cède pas, ils mettent un terme à ça. Vont-ils continuer à payer les primes d'entraînement? D'où viendra l'argent pour qu'ils continuent à payer les primes d'entraînement à ces joueurs? Parce que c'est un coût. Je me demande s'ils ont tenu compte de ça. J'aurais aimé, vraiment, j'aurais aimé qu'ils fassent des efforts pour terminer, quitte à ce qu'ils trouvent d'autres méthodes pour mettre la pression à l'État qui a fait des promesses. Donc je crois que voilà. Alors messieurs, oui. Dire que ça touche aussi parce que plusieurs matchs sont délocalisés et quasiment au rythme où ça se joue, les présidents du club sont doublement dans les dépenses. Parce que à chaque journée. Notamment les clubs de Douala. À chaque journée, c'est des voyages. À chaque journée, c'est des voyages. D'ailleurs, qui, au lieu de s'arrêter à Douala, sont obligés. Nous avons vu Fetieu qui a choisi de lire domicile à Milan. D'abord, il recevait les matchs à Milan jusqu'à ce qu'il y ait une possibilité de pouvoir jouer au terrain de Bafoussam. Il y a l'équipe de Colombe qui ne joue pas à San Milima, qui reçoit plutôt ses matchs à Yaoundé. Il y a toutes les équipes de Douala qui vont au sud-ouest jouer. Oui, mais si le problème est au niveau du salaire des joueurs, la seule chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de transmettre les états de salaire non payés à la fédération. On continue à jouer. Parce qu'ils ont déjà l'argent pour faire autre chose. Donc ils laissent le salaire et ils vont transmettre ça. Alors, messieurs, on va terminer avec ce verdict rendu par la Chambre de conciliation et d'arbitrage. On regarde le verdict, mais surtout la réaction de l'ACFA qui avait porté plainte donc, au niveau de cette Chambre de conciliation et d'arbitrage. L'ACFA qui a été débouté et donc l'exécutif actuel... Le mot débouté n'a pas son sens. Ouais, en tout cas. A déclaré son incompétence. Et c'est l'opinion qui... On n'a pas débouté. Croire qu'ils se sont déclarés incompétents. La Chambre de conciliation s'est déclarée incompétente. Utilisons le verbe qui s'y est. C'est justement, elle s'est déclarée incompétente. C'est exactement cela, merci messieurs. L'incompétence qui étonne.
qui est curieuse pour bien de personnes, Herman Fomec, puisque certains disent hier compétente, aujourd'hui incompétente. Comment comprendre cette décision? C'est pourquoi j'apprécie la une du journal, je crois, c'est Le Messager, qui disait que la CCA a poignardé le droit. Je crois que c'est Le Messager, que la CCA a poignardé le droit. Si hier, cette chambre a été compétente, aujourd'hui se trouve incompétente, ça soulève beaucoup de questions. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. Et avant cela, il y a 2 jours, un jour avant même le verdict, la bande, excusez, l'équipe d'Abdourahmane avait sonné la cloche en essayant de suspecter un peu quelques éléments qui viendraient troubler le verdict. 3 ministres même, 3 ministres, je ne veux pas les citer, mais 3 ministres qui essaieraient d'entrer en jeu, y compris le greffier en chef de la chambre elle-même. Donc, peut-être ils ont vu cela venir. Abdourahmane Amadou et tout le groupe promettent d'engager l'action au niveau du tribunal arbitral des sports. Vassilios. Oui, en fait, peut-être derrière, on peut lire l'envie d'espoir de l'État du Cameroun ou des pouvoirs publics de ne pas aller vers une 3e normalisation. Maintenant, ce qui est quand même difficile à accepter, c'est pouvoir faire comprendre à nos enfants qu'on est dans un pays où une chambre qui doit dire le droit se trouve incompétent de pouvoir mener la mission pour laquelle elle a été constituée. Donc voilà, c'est à ce moment-là où c'est véritablement difficile. Notre football passe des moments très très difficiles. La sortie de l'auberge n'est pas certainement très proche parce que de l'autre côté, la CEFAC entrevoit une fois de plus aller au TAS au cas où la décision de la CCA ne leur conviendrait pas. Allez, ça ne leur convient pas. Ça devait être même la réaction normale. Le TAS, non. La CCA se serait prononcée compétente, aurait rendu un verdict, qu'on pouvait l'attaquer. Donc, d'aller au TAS, ce n'est pas parce qu'ils se sont déclarés incompétents, non. C'est juste que c'est la suite logique qui était à donner à cette affaire. Vraiment. Allez, messieurs, merci à vous. Merci. On va sortir de cette édition en vous donnant la parole pour le mot de fin. Mon cher Philippe Dioro, merci déjà d'être venu. Alors, le mot de fin pour vous. Messieurs, je vous remercie. J'ai passé un moment très agréable. Clément, tu es mon invité demain. Et j'aimerais dire un petit bonjour à une personne qui m'est très chère, ma petite nièce Patricia Berthelot, pour lui dire que nous l'aimons et que nous sommes tous avec elle. Voilà. Merci. Merci, messieurs. Merci à toutes nos équipes. Merci à vous qui nous avez regardés. Madame, monsieur, rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro. Au revoir.